quel est le point commun entre Elon Musk, Socrate et l'État islamique? Probablement pas grand-chose, de prime abord, mais réellement des histoires de censure. C'est ce dont on va parler aujourd'hui dans cet épisode de Sagesse et Morito où on va essayer de décortiquer avec l'aide de notre super copain geek au possible Jean-Christophe comment fonctionnent les algorithmes des réseaux sociaux et surtout quelle est notre responsabilité face à eux. En vérité, je vous le dis. On est en avril 2022, puis après une série de bannissements controversés sur la plateforme Twitter, Elon Musk propose finalement d'acheter la compagnie. Après qu'il ait critiqué publiquement ces bannissements-là, quelqu'un lui dit « Pourquoi tu ne l'achètes pas? » Et il répond « Combien ça coûte? » Est-ce que tu peux juste nous rappeler qui est Elon Musk? Elon Musk, c'est le milliardaire excentrique qui a fondé la compagnie Tesla, qui fait partie de la PayPal Mafia, c'est-à-dire qu'il faisait partie du groupe qui ont fondé la compagnie PayPal, dont Peter Thiel et Elon Musk. Tesla, c'est les voitures électriques. Tesla, c'est les voitures électriques. SpaceX, qui est le plus gros fournisseur de services pour envoyer des satellites en orbite en ce moment. Puis il y a plusieurs autres compagnies un peu étranges, dont Neuralink, c'est-à-dire une compagnie qui essaie de créer des interfaces électroniques cerveau-humain, donc qui rendent des électrodes. Mazette, il fait beaucoup de choses, ce gars. Bon, en gros, c'est un homme d'affaires hyper riche qui crée beaucoup de choses. Hyper riche, qui est un fan de Twitter, qui est un des 10 utilisateurs les plus populaires de Twitter. Et donc, c'est ça, après qu'il y ait un bannissement controversé, certains disent à Elon Musk, pourquoi tu ne l'achètes pas, la compagnie? Il dit combien ça coûte? Bon, c'est l'homme le plus riche du monde maintenant aussi, aujourd'hui. Avec officiellement? Aux dernières nouvelles, il y avait 300 milliards, une richesse de $300 milliards d'actifs. Ouais, dépassé Bill Gates. Dépassé Jeff Bezos. Et dépassé tout entendement humain en termes de fortune. Et tout entendement humain. Donc, combien ça coûte? 44 milliards? Parfait, je vais l'acheter. Et donc, Elon Musk dépose une offre d'achat. Au début, dans le fond, il achète 5%. On lui propose de participer au conseil d'administration de la compagnie. Mais très vite, il se rend compte qu'il y a de l'hostilité puis il ne sera pas bienvenu. Donc, il dépose une offre d'achat hostile. C'est-à-dire qu'il dit à tous les actionnaires, moi, je suis prêt à racheter toutes vos actions à un prix supérieur au prix du marché. Et c'est tout ou rien. Donc ça donne envie. Ça donne envie. Tu te dis, si je vends mes actions, je vais faire un gros profit. Et sauf que ça fait que Twitter devient une propriété qui appartient, qui est plus publique. Et donc, le processus s'enclenche et il y a toute une controverse parce que finalement, Elon Musk commence à dire, OK, sortez-moi les chiffres sur les bots. Les bots, ce sont des faux utilisateurs électroniques. Des robots, en fait. Des robots. Ah, OK. Donc, des fois, tu vois quelqu'un sur Twitter qui s'appelle, je sais pas, Léa excentrique, qui a des beaux cheveux, des belles chemises et qui a 3-4 opinions qui reviennent tout le temps un peu partout. Puis, c'est un peu... ça a une apparence humaine, mais après un certain temps, si tu regardes tout ce que la personne tweet, retweet et like, tu dis... C'est toujours le même langage, les mêmes expressions, les mêmes thèmes, etc. C'est fou, j'en avais pas entendu parler. Et donc, il y a toute une controverse à savoir, mais c'est quoi le pourcentage des utilisateurs Twitter qui sont des robots? Parce que, à quelque part, Twitter fait ses revenus en envoyant de la publicité, mais les robots ne sont pas des grands consommateurs. De publicité. Donc, de publicité. Mais ils sont des consommateurs de quoi? Ou plutôt, à quoi ils servent? À plusieurs choses. Les robots peuvent servir à faire la promotion de produits, de personnes ou d'idéologies. C'est connu que des gouvernements étrangers vont utiliser, par exemple, des réseaux de robots pour créer de la dissension dans une communauté, dans une société. On peut appliquer ça à un phénomène très récent, par exemple la guerre en Ukraine. On sait que il y a de très très nombreux comptes qui tweetent dans diverses langues d'ailleurs, pas que en français, en anglais, en russe, en ukrainien, etc., qui ne sont pas en fait des êtres humains, mais qui sont des robots programmés pour affirmer certains messages
qui vont dans le sens d'un côté ou de l'autre. Oh là là. Et les robots servent aussi d'amplificateurs. Je veux dire, il y a des services, ou en tout cas, il y en avait récemment, c'était possible de s'acheter des utilisateurs parce que comme avec les algorithmes, plus que tu es lu, plus que tu es liké, plus que tu es retweeté, ben, plus que l'algorithme dit « Ah, ben, cette personne-là dit quelque chose d'intéressant », donc on amplifie le message. Et donc, il y avait moyen de se payer, de dire, ben, je vais me payer, je sais pas, moi, 10 000 followers, dont, qui sont des robots. Et donc, c'est vachement injuste, en fait. Enfin, juste, c'est complètement de la triche, juste. Et c'est le thème d'aujourd'hui, dans le fond, c'est de dire que la triche, on peut pas démêler ces phénomènes-là de la plateforme. Et donc, comment est-ce qu'on navigue à l'intérieur des réseaux sociaux aujourd'hui, à l'ère des algorithmes, de l'intelligence artificielle, des robots, de la censure, du bannissement. Et on va se rendre compte que, bon, moi, je suis d'accord avec Elon Musk quand il dit, quand il achète Twitter, il dit, ben, comme Twitter est une plateforme publique et que la liberté public d'expression... Public dans le sens accessible. Accessible à tous. Okay. Puis Twitter, aujourd'hui, c'est comme l'équivalent de la place publique au Moyen-Âge. Hein. Et comme la liberté d'expression est une des pierres angulaires d'une société démocratique, ben, je veux m'assurer que Twitter demeure un lieu où ce que la libre expression règne. Et je veux dire, oui, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose, grand bien. C'est salutaire. Mais toutefois, comme on dit, le diable est dans les détails. Puis d'appliquer une liberté d'expression radicale, c'est pas si simple que ça. Il y a des choses qui sont inhérentes aux grandes plateformes de médias sociaux, dont le volume d'utilisateurs, le fait qu'il y aura toujours des gens, des entités, des États qui vont essayer d'utiliser ces plateformes-là pour des fins qui sont pas toujours bonnes. Et le besoin d'automatiser une bonne partie de la gestion de ces plateformes. Donc, ce que tu es en train de dire, si je comprends bien, c'est qu'il y a des failles dans le système, il y a des algorithmes qui vont censurer telle ou telle opinion ou qui vont faire que tel ou tel utilisateur avec ce genre d'opinion va être banni, cancellé de la plateforme. Et donc, c'est peut-être une entrave à la liberté d'expression, mais la solution d'enlever tous ces algorithmes et d'enlever tout ce fonctionnement qui promeut la censure, ça permettrait une beaucoup trop libre liberté d'expression, beaucoup trop large, qui, elle, causerait de la propagande, d'autres problèmes, quoi. Oui, effectivement, parce qu'il faut savoir que ces processus de censure et de limitation de la liberté d'expression sur Twitter, mais il faut aussi penser à d'autres plateformes comme YouTube, par exemple, les commentaires qu'il y a sous les vidéos YouTube. S'il vous plaît, laissez des commentaires sous ma vidéo, ça nous aide, merci. Mais tous ces types de forums, en fait, sont aussi utilisés à des fins qui sont problématiques, qui sont toxiques. Le cas qui a été énormément commenté, c'était l'élection de Donald Trump. En 2016, il y a eu une campagne qui était extrêmement toxique. Et c'est en fait la première fois que les réseaux sociaux ont joué un rôle dans l'élection presque aussi important que les grands médias. Donc traditionnellement, quand il y a une campagne électorale, notamment présidentielle, en particulier aux États-Unis, il y a toute une industrie médiatique qui se met en place, des débats qui sont organisés, etc., etc. Ça passe souvent par les grands médias, les journaux écrits et la télévision. Mais il y a eu un basculement puisque les enquêtes ont montré que beaucoup de consommateurs, beaucoup de citoyens américains tiraient leurs opinions en fait de ce qu'ils lisaient dans les réseaux sociaux, via les réseaux sociaux, en particulier Facebook. Et puis quand on creuse, on se rend compte en fait que, comme on l'a dit, en fait beaucoup de propos, même d'articles, de récits que les citoyens américains, mais dans notre cas aussi, français, belges, on lit dans les réseaux sociaux, les tweets qu'on lit, etc., paraissent authentique, naturel, venir d'un journaliste ou d'un citoyen honnête qui mène son enquête, mais en fait sont un propos qui est construit, qui est orienté avec derrière une technologie et des algorithmes qui sont construits pour bombarder vraiment les citoyens de certains messages et avoir un impact sur des élections et la vie politique d'un pays ou d'autres phénomènes. Donc, ça fait plusieurs fois là qu'on emploie le terme algorithme, et donc je me tourne vers notre geek préféré, qui est en plus notre Canadien préféré et notre Québécois préféré. JC, c'est quoi en fait un algorithme ? Enfin, un algorithme, c'est comme une formule mathématique assez simple qui
va automatiser des processus. Par exemple, un système sans algorithme. Si on avait Facebook sans algorithme, mais dans le fond, ce que tu aurais sur ta page, ça serait les posts de tous tes amis, de toutes les personnes que tu suis, sans ordre préconçu. Ouais. Et donc, il n'y aurait pas d'intermédiaire, si on veut, où l'algorithme ferait juste dire, bon, ben, ce que j'envoie sur la page à Léa, c'est ce que les amis de Léa ont dit, mais sans plus. Le problème avec ça, c'est que bien souvent, si tu t'abonnes à une page publicitaire ou à une compagnie ou quoi que ce soit, ben, sans algorithme, les gens vont essayer comme on dit, de gamer en bon français ou d'exploiter, de truquer les algorithmes. Donc, par exemple, que tu suis, je sais pas moi, la page... quel exemple vas-tu donner? Ça en dit long sur ridicule que je vais... Par exemple, Linda Lemay. Mettons que tu suis la page de fan club de Linda Lemay. Bon, mais peut-être que Linda Lemay, elle a un concert qui s'en vient à Saint-Genis-Pouilly, puis elle se rend compte que tu n'as pas encore acheté son ticket. Donc, Linda Lemay, pour jouer le système de Facebook, pourrait poster à chaque 5 minutes, chaque 2 minutes, un rappel qu'elle va bientôt avoir un spectacle dans ton secteur. Fait que, c'est ce qu'on appelle spammer, hein? Donc l'envoi de messages intempestifs est à répétition. Ou tu vas te ramasser aussi avec plein de nouvelles qui ne t'intéressent pas vraiment par rapport à peut-être que moi, à chaque 2 jours, je vais prendre une photo de du grilled cheese que j'ai mangé. Puis, j'aime bien Jean-Christophe, mais pour vrai, ces photos de grilled cheese. Donc, en gros, ce que tu es en train de dire, c'est que c'est une bonne chose d'avoir des algorithmes cachés parce que sinon, n'importe qui pourrait les hacker et je pourrais décider de me mettre en avant sur toutes vos pages et donc de vous influencer avec mon amour pour les chemises à fleurs et pour Linda Lemay. Exactement. Dans une entrevue récente, Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook, expliquait justement que c'est comme une guerre froide ou une guerre technologique, la question des algorithmes. On rend les algorithmes un peu plus raffinés, mais là, les gens qui font de la publicité ou les agents, les États, vont essayer de comprendre comment les algorithmes fonctionnent, trouver une manière d'exploiter cette automatisation-là pour justement prendre la plus grande part du message, prendre l'attention des gens. Et les plateformes ont un intérêt aussi à nous offrir des choses qui nous intéressent, parce que si les posts sur Twitter ou Facebook ne nous intéressaient pas, on n'irait plus sur ces plateformes-là. Oui, c'est la base du modèle économique de ces plateformes, en fait, c'est qu'on y retourne régulièrement, qu'on voit les contenus, que ça génère chez nous une habitude d'aller sur ces plateformes et sur ces sites pour consommer le contenu publicitaire qu'il y a aussi dans nos fils. Et dans le fond, d'une certaine façon, l'algorithme se programme tout seul, ou on programme l'algorithme à travers notre usage d'un média. Donc, sur Facebook, c'est très formel. Là, à travers, il y a des manières formelles de le faire, des manières informelles. Formellement, par exemple, les personnes que tu suis vont changer les pages qui vont s'afficher. Mais de l'autre côté, Facebook va mettre des cookies sur ton ordinateur, puis suivre quel site que tu visites, et donc va voir, bon, OK, t'es une femme, de quel âge, où est-ce que tu habites, qu'est-ce qui t'intéresse, et va réorienter la publicité par rapport à qui tu es, puis comment tu agis sur Internet. Est-ce que c'est pour ça qu'à chaque fois que j'ouvre Facebook, ce qui vient en premier dans le fil d'actualité, qui est généralement la seule chose que je vois, parce qu'après j'y vais pour les messages ou mon profil ou je ne sais quoi, ça va être les annonces de naissance, de baptême, de mariage. genre Facebook, il sait que je suis un petit peu fleur bleue et romantique et que j'aime bien les jolies histoires. Et non mais... Oui, fort probablement. Puis fort probablement aussi que les gens dans ton milieu, quand quelqu'un annonce un bébé, là, il y a plein de gens qui réagissent et l'algorithme se dit toutes les amies de Léa sont très contentes de cette nouvelle-là, mais l'algorithme n'est pas assez intelligent pour dire ça c'est une photo de bébé, puis c'est son amie Monique qui vient d'avoir sa petite fille. Tu pourrais bien être, je veux dire, s'il n'y avait pas après ça une certaine forme de censure ou de regard des plateformes sur le contenu, mais peut-être que tu es une femme de, je sais pas moi, de cannibalisme, puis tes amis aussi, puis finalement, il n'y a rien qui empêcherait que ton feed soit rempli de choses complètement tordues et troublantes. Bon, on rit avec le cannibalisme, mais un exemple qui est venu dans le passé, c'est la question de l'anorexie, par exemple. Ou, dans le fond, par exemple, sur YouTube, YouTube, allez tous sur YouTube. Sur YouTube. Donc,
Donc, un exemple qui est assez évocateur, c'est celui de l'anorexie. Où, premièrement, c'est pas clair quand on parle d'anorexie ou on parle pas d'anorexie. Donc, des gens sur YouTube peuvent parler de diète, de régime, de santé. Puis, dans le fond, l'algorithme va se dire, bon, ben toi, tu sembles t'intéresser au... manger healthy. Au manger sainement. Puis, il va se dire, ben, les autres utilisateurs qui regardent tel type de vidéo, ben, quel autre type de vidéo les intéresse? Et tout d'un coup, ben, là, d'un côté, ce qui t'est présenté devient de plus en plus concentré par rapport à plus en plus étroit et reprend qu'est-ce que tu regardes déjà. Et de l'autre côté, ben, le glissement de manger santé à manger moins, à jeûner tout le temps, à l'anorexie. Il se fait très rapidement. Il se fait très rapidement. Puis c'est un des premiers problèmes que YouTube a remarqué, c'est que ils étaient critiqués parce que il y avait des phénomènes comme ça de contagion où des jeunes filles, la plateforme proposait aux jeunes filles des chaînes et des vidéos de jeunes filles qui étaient anorexiques et qui encourageaient les autres. Et d'une certaine manière, ça fait la promotion. Ça fait la promotion de cette maladie mentale. Les troubles alimentaires. Oui, c'est le phénomène qu'on appelle en anglais le phénomène de rabbit hole ou le phénomène du tunnel, c'est-à-dire tu t'avances. Et plus tu t'avances, plus ton spectre se rétrécit. Et en fait, de vidéo en vidéo, tu arrives en fait dans un sous-domaine hyper précis de vidéos qui te sont proposées selon un angle particulier et sur un sujet précis. Et c'est dangereux, on l'entend tout de suite dans l'exemple de l'anorexie, parce que justement, on sait que ça cause énormément de troubles physiques, psychiques, et ça peut mener à la mort. Mais c'est aussi dangereux sur notre vision du monde. J'ai l'impression que quand je fais des recherches pour les saisons de Sagesse et Morito, comme celle qu'on est en train d'enregistrer là maintenant, eh ben, on se spécialise sur certains thèmes. Et du coup, on va voir de plus en plus de vidéos qui vont parler d'un thème, et puis YouTube nous propose du coup sur ce même thème plein d'autres vidéos, et au bout d'un moment qui y arrive très très rapidement, le fil d'actualité YouTube va ne me parler que du mouvement woke par exemple, ce qui n'est pas gênant en soi, puisque ça nous intéresse, mais ce qui donne l'impression assez vite, même visuellement, que le monde entier ne parle que de ça. Et donc, il y a un phénomène d'amplification. Il y a un phénomène d'amplification qui fait que si tu fais pas un pas de recul en te disant c'est parce qu'il y a des algorithmes et c'est parce que j'ai cliqué tant de fois sur tel truc que du coup maintenant tout est proposé dans ce sens, c'est assez rapide. Je m'en rends compte même moi quand je vais sur YouTube, c'est assez rapide de faire le glissement vers en fait c'est tellement la thématique de société actuelle, tout le monde pense ceci, et pour un peu que tu ne suis que des personnes qui disent la même chose, ça te donne l'impression que le monde entier n'a qu'une seule vue, et ça empêche justement la liberté d'expression d'avoir des visions différentes. Oui, précisément. Enfin, en fait, on va revenir là dans quelques minutes sur les implications pratiques de tout ça et puis comment est-ce qu'on peut contrecarrer le système pour avoir un petit peu une méthode d'autodéfense contre ce phénomène. Mais on s'en est rendu compte ici même au Québec, puisqu'on enregistre cette saison de Sagesse et Morito au Québec. On a quelques activités qui étaient dans les rues, des micro-trottoirs, on faisait des jeux débats, on va dire, avec les participants, et puis qui sont très bien passés d'ailleurs. Et en rentrant, on a fait un petit peu un débrief dans la voiture, dans le char de Jean-Christophe, où on s'est rendu compte, mais en fait, le monde réel ressemble pas du tout à ce qu'on voit dans les réseaux sociaux, à ce qu'on voit sur Twitter. Dans quel sens? C'est-à-dire que les gens, en réalité, sont beaucoup plus chill et ont des points de vue beaucoup plus modérés et nuancés et sont en fait ouverts à écouter les arguments des autres, et sont même ouverts à changer d'opinion, parce que c'était ça un petit peu l'objet de notre jeu. Ils sont ouverts à changer d'opinion lorsqu'ils écoutent l'autre. Alors, si tu regardes ton fil d'actu, ou si tu regardes ton fil Twitter, ou à force de cliquer sur le même type de vidéo sur YouTube, tu regardes un petit peu ton mur d'images, t'as pas du tout cette impression-là. De un, t'as l'impression que le monde ne parle que d'un seul sujet, et de deux, de plus en plus, t'as l'impression que les tout le avis monde sont fixes et ne vont que dans une seule direction. Donc, c'est facile de critiquer ce que les algorithmes font, puis comment est-ce qu'on est pris dans les mêmes
cercle, puis il y a comme une intensification. Mais de l'autre côté, c'est pas si simple que ça. Bon, disons que tu veux empêcher les jeunes filles de devenir anorexiques. Et où est la limite entre une vidéo qui fait la promotion de manger sain, puis une vidéo qui fait la promotion de l'anorexie? Est-ce que c'est juste des utilisateurs que tu bannis? Mais quel crime ou quelle faute est-ce que cette personne-là a commis? Puis si cette personne-là parle de différents sujets, puis elle fait une vidéo qu'on pourrait interpréter comme susceptible d'encourager des jeunes filles à l'anorexie, est-ce que c'est juste de bannir complètement cette personne-là de la plateforme? Ou, je sais pas, avec Twitter, il y avait toute la question de l'État islamique en 2013. C'est là qu'ils ont commencé vraiment à plus modérer la plateforme. Avant, c'était un peu plus comme le Far West. Puis ils se rendaient compte que l'État islamique, Daesh, faisait du recrutement, la promotion de ses activités au Moyen-Orient, puis recrutait des gens. Bon, parfait. Tout le monde est contre, tout le monde est pour qu'on bannisse Daesh de Twitter, à quelque part. À part... à part le Daesh. À part le Daesh. Même Al-Qaïda aime pas Daesh. Donc, oui, c'est ça. Mais où est-ce qu'elle est la ligne? Est-ce que Twitter est capable de reconnaître la différence entre Daesh puis l'islam plus en général ou l'islam un peu plus conservateur? Et là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on crée des algorithmes qui vont réduire la portée de thèmes qui sont liés à Daesh, mais il y a des thèmes que Daesh va exploiter qui sont communs à un islam plus modéré ou plus comment dire, légitime. Et donc, tu t'en sors pas. Oui, et de l'autre côté, il y a des thématiques qui vont être débattues par des gens qui ne sont pas musulmans ou des intellectuels qui vont analyser un phénomène, mais ces propos seront punis ou voire banni simplement parce qu'il parle d'un sujet qui est sensible. Oui, la question, par exemple, des vaccins ou de la COVID, on voyait des fois des gens qui disaient j'encourage tout le monde à se faire vacciner puis à suivre les recommandations de la santé publique, puis l'algorithme qui mettait en bas, faites attention aux informations sur la vaccination, comme si c'était de la désinformation, alors que ça allait dans le même sens que les autorités publiques. Parce qu'on ne peut pas avoir des employés de Twitter ou Facebook ou YouTube qui revisent chaque vidéo, chaque post qui est placé sur la plateforme. Il y en a des milliards par jour. Il y en a des milliards par jour, et même s'ils le faisaient, il y aurait des moyens de détourner ça en envoyant des trilliards. Donc, il y aura toujours plus de contenu que des humains sont capables de filtrer. Mais l'ordinateur, le robot, n'est pas capable de discerner. Là. Je suis désolée, je fais une sorte de petite parenthèse là dans cette conversation, mais j'ai l'impression que c'est exactement comme le gros problème théologique du mal. Dans le sens où si on met la liberté comme le principe absolu, alors tout est possible. Mais quand tout est possible, le mal est possible. Les mauvais agissements, les mauvaises pensées et des choses qu'on préférait qui n'existent pas. On préférait qu'elles n'existent pas, donc on voudrait qu'elles puissent être contrôlées. Mais si on les contrôle, la question c'est où est la limite ? Et c'est exactement ce que tu disais avec l'exemple de YouTube et des vidéos d'anorexie qu'on pourrait appliquer à cette grande question qui taraude l'humanité depuis le début de l'humanité. Pourquoi est-ce que si Dieu existe et qu'il est bon et qu'il aime les êtres humains, pourquoi est-ce que le mal existe ? Et je sais que c'est pas exactement la conversation, mais c'est une belle analogie parce que c'est une très belle analogie. Parce que on ne voudrait pas d'un Dieu dans la métaphore qui soit un petit peu le géant des algorithmes derrière le grand réseau social qu'est le monde et qui disent toi non, toi non, toi oui, toi non. Parce qu'il y aurait toujours un moment où on dit là il est allé trop loin en fait dans le non, il est allé trop loin dans empêcher tel mal. Sauf que on a aussi de la peine avec un Dieu qui va dire ok, les algorithmes, vous faites ce que vous voulez, mais du coup, l'Holocauste est possible, plusieurs holocaustes sont possibles, des choses atroces sont possibles. Oui, parce qu'il y a des holocaustes, il y a des génocides, par exemple, en Birmanie. Apparemment, c'est Facebook qui a... c'est à travers Facebook qu'il y a eu l'attisement de la haine raciale. En plus, donc finalement, ça prouve vraiment que mon analogie, elle est vraiment pas si débile. Mais voilà, c'est juste qu'on arrive de toute façon à une aporie, c'est-à-dire on se retrouve face à un mur. C'est que le fait de réconcilier la liberté absolue et empêcher le mal, il y a forcément un moment où on se trouve du mauvais côté de la limite. Et c'est un vrai problème théologique, mais qu'il faudrait du coup développer dans d'autres conversations, mais quand même qui permet d'expliquer, si on veut que Dieu limite le mal,
où est la limite? Ou comment est-ce qu'on peut le faire sans enfreindre notre autonomie? Par exemple, la question ici en Amérique, on a déjà eu la prohibition par rapport à l'alcool. Bon, l'alcool, ça peut être super bien. L'alcool, c'est une coupe de champagne, une soirée entre amis. Un mojito. Un mojito entre amis, exactement. Donc, ça peut être quelque chose de bien, qui te détend, qui est une association avec la joie, la fête. Mais ça peut être aussi le père alcoolique qui ne rentre plus travailler, qui bat sa femme et ses enfants parce qu'il est à moitié sous. Bon, en Amérique, au début du siècle dernier, on a dit, on va légaliser la vente et la distribution d'alcool. Qu'est-ce qui se passe? De toute façon, il y a toujours des gens qui vont être capables de contourner la loi. On va illégaliser, c'est ça que tu dis. On va illégaliser. On ne pouvait plus acheter ou vendre d'alcool en Amérique. Mais ça n'a pas fonctionné. On est revenu sur la prohibition. Mais c'est pareil, par exemple, par rapport à l'anorexie. On ne peut pas changer l'environnement. Il va avoir du mal et il va avoir une manière de transformer des choses bien en mal. En fait, c'est ce que la Bible montre. C'est qu'il y a bien des choses qui sont bonnes, mais qui peuvent être tordues puis qui deviennent mal. Donc, manger santé, c'est bon de pas manger d'une manière qui te rend obèse ou qui te fait engraisser ou qui nuit à ta santé. C'est bon. Mais l'autre extrême de ça, c'est de te faire maigrir au point où tu peux en mourir. À un moment donné, ça revient à la formation de l'individu. Si Dieu nous a permis d'exercer un jugement puis d'être responsable de nos actions, à quelque part, c'est pour qu'on l'exerce, ce jugement-là. Et on ne peut pas se reposer sur des gouvernements, des lois, des algorithmes pour exercer ce jugement à notre place. Ouais, de toute façon, le système sera brisé à un moment ou à un autre. De toute façon, il y aura toujours des fuites. Donc, peut-être que l'accent le plus intéressant, c'est sur la liberté individuelle. Ouais, c'est vraiment un microcosme ou une analogie du problème du mal, exactement. Parce que tu n'as pas de solution simple. Tu parlais de la prohibition et la consommation d'alcool. Et il y a deux mots-clés par rapport à la consommation d'alcool. Parce que, comme tu l'as dit, la consommation d'alcool, ça peut être bien, mais ça peut être nuisible. Et il y a deux mots-clés. Discernement, c'est-à-dire quand et dans quelles circonstances est-ce que moi je décide de boire de l'alcool, dans quelle quantité, quel type d'alcool, etc. Et de l'autre côté, il y a la question de la modération, c'est-à-dire comment est-ce que l'environnement et mon éthique personnelle me permettent de peser le pour et le contre. Par exemple, il y a des lois dans beaucoup de pays, en France notamment, qui rendent illégal le fait d'être ivre sur la voie publique parce que ça a des conséquences sociales assez graves. Mais bon, si tu es chez toi et que tu bois trop et que tu vas te coucher directement, bon, c'est pas bien d'être ivre, mais au moins, il n'y a pas eu de conséquences plus graves. Donc, il y a un côté de modération. Oui. Et le discernement et modération. C'est excellent comme analogie. Puis, de l'autre côté, on peut dire oui, OK, on devrait forcer les plateformes ou les fournisseurs de contenu à être un peu plus stricts ou à être un peu plus responsables. De l'autre côté, on pourrait dire non, c'est à l'individu d'être responsable. Mais nous-mêmes aussi, cette liberté-là qu'on a, des fois, elle est difficile à gérer. Des fois, nous-mêmes, on voudrait dire à Twitter ou à Facebook ou à Internet, écoute, ce genre de contenu-là, je veux pas le voir. Peux-tu le filtrer d'avance pour moi? On en parlait hier soir par rapport à la pornographie. Que finalement, ce serait parfois la meilleure solution de pouvoir avoir des filtres sur Internet qui permettent de ne pas y avoir accès en tant qu'individu, mais peut-être même en tant que société. Parce que tu nous disais, toi, papa de deux jeunes garçons, c'est la libre accessibilité de la pornographie et la possibilité qu'ils exercent leur jugement et leur discernement, ça rend compliqué parce que le problème, il est là. On est toujours dans cette même idée. Puis je peux pas tomber comme père en me disant je vais m'assurer que mes enfants soient jamais exposés à rien, puis à les isoler du monde tel qu'il est, parce que le monde, il est tel qu'il est, puis à un moment donné, tôt ou tard, ils vont devoir être confrontés avec ces choses-là. Mais de l'autre côté, est-ce que je pourrais pas avoir un petit coup de main du gouvernement ou de l'État? Il y a des projets de loi, je pense que c'était en Angleterre, qui disaient, regardez, les fournisseurs Internet devraient faire un premier filtre par rapport au contenu pornographique. Si des consommateurs veulent demander ou opt-in, donc ils doivent juste faire le geste, appeler le choix explicite de dire à leur fournisseur Internet, moi j'en veux de la pornographie, donc changer les filtres, mais que la position par défaut serait non. Je veux dire, on le fait pour les dons d'organes. T'sais, au Québec, il faut dire explicitement, oui, donnez mes organes en cas de décès pour la transplantation d'organes. Mais pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas avoir de l'aide aussi au niveau de cette
de cet encadrement-là technologique. Mais je pense que je reviens du coup sur ce que je disais il y a quelques minutes où je disais en fait c'est la liberté individuelle qui est la notion la plus importante à réfléchir parce que c'est la seule sur laquelle on a prise et j'ai pas accès aux brevets Twitter ou YouTube et je peux pas directement changer les lois, donc autant me changer moi. Mais en fait non, c'est pas que une question de responsabilité individuelle, c'est aussi une question d'encadrement. Enfin, d'encadrement, de communauté, d'aide, de soutien. Puis donc, dans une perspective chrétienne, par exemple, on a ce verset-là qu'on a déjà cité ici, tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile, tout m'est permis, mais je me laisserai asservir par rien. Donc, il y a vraiment une limite où ce qu'on se rend compte, où ce que c'est plus nous qui avons le pouvoir, mais c'est le contenu qui a le pouvoir sur nous. Donc, on est embarqué dans une consommation de médias sociaux ou de thèmes dans les médias sociaux qui ne nous font pas du bien. Mais de l'autre côté, des fois, on va trop loin vers la responsabilité individuelle où ce qu'on dit, si c'est un problème pour toi, tel ou tel thème, utilise-le pas. Ouais, débrouille-toi, quoi. Débrouille-toi. Alors que là aussi, d'une perspective spirituelle ou religieuse, la religion, ça vient du mot religare, c'est de lier non seulement l'homme avec Dieu, mais de lier les humains, les hommes ensemble. Donc on n'est pas que responsable, on est co-responsable. On est co-responsable. Et si on peut le vivre ensemble ou avoir des normes ensemble ou s'encourager ensemble, c'est beaucoup mieux que ce rapport-là individuel avec le média. Puis c'est ça un peu, encore une fois, c'est un autre microcosme de la vie spirituelle, les médias sociaux, où il y a vraiment un accent sur l'individu, puis ce genre d'éther électronique. Ce genre de quoi? Un genre d'éther électronique, donc un nuage abstrait. Un nuage abstrait où tu es en contact avec tout le contenu qui est produit sur la Terre, et donc tu es isolé à quelque part. Tu sais, ça nous connecte, mais ça nous isole. Et donc, comment est-ce qu'on fait aussi, peut-être une des pistes pour consommer ce contenu de manière responsable, c'est de le faire ensemble. Ouais. C'est non dit, mais c'est pris pour acquis que 90% de ce qu'on regarde sur YouTube, sur Twitter ou sur Facebook, on le fait tout seul. C'est une activité qu'on fait sur la toilette avec son téléphone et pas avec d'autres personnes. Donc peut-être que réinjecter l'humain, mais du vrai humain, pas de l'humain qui travaille pour Twitter, qui nous aide à gérer le contenu, mais qui nous permet de vivre ça ensemble, ça peut être une piste de solution aussi. Et après, j'ai accès à tes notes. Tu avais aussi des pistes assez pratiques, disant que c'est assez possible de sortir des algorithmes en effaçant régulièrement ces données. YouTube, par exemple, si on parle de ce média-là, de suivre des gens avec des idées différentes. Ça, c'est quelque chose que vous faites beaucoup, les garçons. Vous adorez essayer de chercher les idées politiques des personnes qui sont à l'opposé complet du spectre par rapport à vous. Et là, YouTube est un peu confus quand on fait ça. Mais c'est très bien. C'est très bien. Est-il d'extrême droite ou d'extrême gauche? Ça dépend des jours. Et là aussi, je voudrais dire aux gens, il faut faire attention parce que des fois, on va suivre des gens qui sont d'un point de vue opposé à nous, mais qui sont comme une caricature ridicule du point de vue de l'autre. Et là, on le suit ou on l'écoute juste pour être fâché. Non, essayez de trouver les personnes les plus convaincantes, les plus articulées d'un point de vue qui est opposé au vôtre. Puis suivez-le, puis portez attention à ce qui est dit. Et moi, une pratique presque éthique que je m'engage à faire, c'est que quand je trouve un contenu ou une chaîne de contenu qui, pour moi, pratique la nuance dans la façon de commenter l'actualité ou sur une variété de sujets, je vais expressément m'abonner et même cliquer pour avoir l'étoile, les alertes, etc. Parce que je sais que ça la récompense. Et moi, j'ai envie de féliciter, de soutenir les producteurs de contenu qui offrent du contenu de qualité. Alors, si jamais vous pensez qu'on tombe dans cette catégorie-là, merci. Je vais renchérir avec ce que Christelle dit. À l'opposé, on doit exercer le discernement de qu'est-ce que le média fait sur nous. Et s'il y a des chaînes qu'on trouve qui sont nuancées, qui sont intéressantes, abonnons-nous, abonnez-vous à notre page et likez-la, s'il vous plaît. Pour vrai, on oublie de le dire, mais chers auditeurs, likez Sagesse et Mojito. Mais en même temps, des fois, on se rend compte que non, finalement, quelqu'un qu'on suit est toujours dans la controverse. On finit par écouter ou suivre cette personne-là, puis on est fâché ou on a une vision caricaturale de l'autre. Bloquez-le. T'as pas besoin d'attendre que Facebook ou Twitter ou YouTube bannissent ou bloquent quelqu'un. Tu peux bloquer le monde toi-même si c'est pas édifiant, si c'est pas bon, si c'est pas juste, si ça mène pas tes pensées vers quelque chose qui
Plus élevé. Ouais. Donc, on a essayé de décortiquer un petit peu comment fonctionnent les algorithmes. On a essayé de mieux comprendre comment fonctionnent Twitter, YouTube, qui sont des plateformes qui finalement nous informent et nous conforment et nous créent en fait en tant qu'individu, en tant que société. Et il y a quelques petites pistes pratiques comme ça qu'on a cherché à vous laisser, chers auditeurs et auditrices, pour ne pas vous laisser embarqué et emprisonné dans le grand méchant YouTube, Twitter et puis les grands méchants algorithmes. Mais aussi, ça nous met face à notre propre responsabilité individuelle du contenu qu'on choisit de voir, qu'on choisit d'écouter et puis dont on se laisse imprégner, qui finit par nous nourrir et qui finit par nous orienter dans notre vision du monde et comment on voit les choses. Donc, Christelle l'a déjà fait, JC l'a déjà fait. Je vais aussi me permettre, pour conclure, de vous rappeler, s'il vous plaît, laissez-nous des commentaires, partagez, abonnez-vous à notre chaîne, ça nous aide vraiment beaucoup. Et puis, on se dit à très bientôt pour un prochain épisode. Merci d'avoir été avec nous pour ce nouvel épisode de Sagesse et Morito. 3 manières pour soutenir le podcast. Abonnez-vous à la chaîne, n'oubliez pas d'activer la petite cloche et mettez un pouce bleu là, en dessous de la vidéo. Vous pouvez aussi nous retrouver sur tous nos réseaux sociaux. Merci et à bientôt pour un nouvel épisode.